Environnement collaboratif, tant entre les enseignants que les administratifs. Se dire, ben voilà, chacun, comment on peut bien accompagner l'étudiant et puis construire un plan de professionnalisation. Est-ce que ça vous va? Est-ce que je suis claire? En tout cas, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ça marche? C'est bon? Vous, ça vous parle beaucoup, vous êtes dans les relations professionnelles, insertion, donc c'est très bien. Donc, il y a quelques règles du jeu qui sont vraiment importantes. C'est la bienveillance entre nous. Parfois, je peux être en décalage, ou bien, moi, il y a des zones parfois d'incompréhension. Chacun est libre de s'exprimer. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il ne faut pas hésiter à le dire. On est collègues. On n'est pas, dans des... donc, on est des collègues, on doit collaborer de façon différente, mais on collabore ensemble. D'accord ? Donc, on doit favoriser les échanges. J'aimerais bien que tout le monde puisse participer aussi, en fait. Donc, je vais faire en sorte que chacun puisse donner son avis. Évidemment, il y a une hiérarchie à respecter, c'est normal. Mais il y a aussi, chacun est porteur d'un message, chacun sait des choses, chacun peut aider les étudiants à sa manière. Il n'y a aucun jugement de ma part, mais aucun. Voilà, vraiment. Donc ça, c'est important aussi. Alors, j'ai marqué ponctualité, mais ce n'était pas pour vous. Vraiment important. Donc nous, on a mis déjà beaucoup de temps avant de pouvoir se structurer et tout ça. Donc pour aller plus loin et commencer à mieux travailler par la suite, je vais d'abord vous présenter l'AFMD. D'accord? À quoi ça sert? Pourquoi on est dans ce projet? Et vous allez voir, vous allez y trouver du sens et ça va être votre partenaire aussi, ce qui est déjà le cas en fait, d'ici pas mal de temps. Tenez, je vais juste, et je suis désolée, je vous embête, mais j'ai pas le choix. Vous pouvez vous mettre par là, regardez. Donc, je vais commencer. La FMD, c'est vraiment une association. C'est-à-dire, en France, on appelle ça, enfin, je ne sais pas si le statut existe ici, c'est une structure, en fait, qui n'a aucun but lucratif. On vit des financements de nos adhérents et quand on participe à certains appels à projets. C'est vrai que sur ce projet-là, on a pu bénéficier d'un financement qui était prévu depuis 4 ans, en fait, fléché par l'ANR, l'Agence nationale de recherche. Donc ça, c'est vraiment important. Je suis toute seule au sein de la FMD, je fais plein de choses. Je suis une espèce de femme accordéon, c'est-à-dire que je suis, je dirige l'association. J'ai évidemment une présidence. Donc la présidente aujourd'hui, elle s'appelle Dorothée Merlot. Vous pouvez la demander sans problème. Ça va, vous m'entendez bien avec le micro? Bon, je vais le garder comme ça. Donc Dorothée Merlot, présidente de l'AFMD, aujourd'hui, elle est leader développement des compétences chez Noroto. Le président n'est jamais un salarié. La seule salariée de l'AFMD, c'est moi-même en fait. D'accord? Et de temps en temps, je recrute des alternants, des stagiaires, etc. La vice-présidente, et ça a été fait exprès, aujourd'hui, elle s'appelle Amandine Slovac. C'est la responsable développement de l'alternance chez Leroy Merlin, pour représenter une diversité en fait. D'accord? Le trésorier, c'est Clément Dinas. Il est responsable des ressources humaines pour Kiabi. Les vêtements en fait. Je ne sais pas s'il y a un Kiabi aussi.
on fera le tour après. Et ensuite, la secrétaire générale, c'est Emmanuelle Godefrin. C'est elle qui va prendre le relais sur ce projet-là. J'ai une 3e journée avec des étudiants cette année. Ça sera Emmanuelle Godefrin qui viendra aussi l'année prochaine. L'idée, évidemment, c'est que chaque année, une enseigne différente, missionnée par l'AFND pour venir partager son expertise, sa richesse aussi, puisse venir en fait. Mais voilà, donc, mais je resterai la porteur de projet, je dirais, jusqu'à la fin de ce projet-là. Donc voilà un peu pour, je dirais, les personnes qui m'entourent. Donc mon patron, c'est le conseil d'administration de l'AFND, qui est constitué d'Auchan, Carrefour, qui est constitué aussi de Kiabi, Neuroto, Leroy Merlin, mais aussi Castorama. Donc vous voyez, au sein même de l'AFND, j'ai une représentation d'enseignes qui sont concurrentes dans la vraie vie. Castorama, Leroy Merlin, Auchan, Carrefour. Mais ils sont tous là regroupés au sein de la FND pour pouvoir contribuer en fait au développement des compétences des futurs salariés dont ils ont besoin. D'accord ? Donc, dans notre conseil d'administration, nous avons aussi l'Université de Lille. Donc voilà, on a aussi des écoles qui sont aussi dans notre conseil d'administration et qui ont leur mot à dire aussi. Même si on n'a aucune relation transactionnelle avec l'Université de Lille. Au contraire, c'est l'inverse. C'est moi qui incite nos enseignes de la distribution pour pouvoir les orienter et financer, participer à certains projets. Je vous donne cet exemple-là parce que dans votre avenir, ça pourrait être ce genre de choses aussi. D'accord ? Donc, l'AFND, c'est un réseau d'enseignes, si je dois reprendre, qui est né il y a 40 ans. Il faut s'imaginer, en 1984, on vient de fêter nos 40 ans cette année. C'était une année très très importante, on a organisé pas mal de choses. Et donc, il y a 40 ans, la grande distribution était en train de se développer en fait en Europe, et particulièrement en France, et particulièrement dans les Hauts-de-France, près de Lille. Je ne sais pas si vous situez, Paris, c'est à 2 heures à peu près de Lille. Et c'est vrai que le nord de la France est le berceau de la grande distribution. Donc ça a impacté complètement nos villes. En termes de morphologie urbaine, vous le voyez là, vous commencez à avoir quand même certains malls, certains centres commerciaux qui sont en train d'impacter aussi vos villes, vos modes de consommation. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, en 1984, on commençait à avoir cette classe moyenne qui était vraiment demandeuse aussi de ces produits-là en fait. C'est toujours au regard de l'évolution du comportement du consommateur qu'on développe aussi certaines choses. Et on est en train de le constater ici aussi. Sauf que là, c'est encore différent. Donc voilà. Donc je dirais que en 84, lorsque ces enseignes se sont développées, on a oublié de penser à beaucoup de choses. Et on essaye de rattraper aussi toutes nos erreurs quand on se développe à un autre endroit, comme ici en Afrique par exemple. On y reviendra par la suite. Donc notre objectivité, c'est de faciliter l'attractivité des métiers de la distribution auprès des étudiants. Et avoir des étudiants bien formés en gestion. Ça, c'est fondamental. Avant même l'aspect commercial, on a besoin d'étudiants qui savent gérer des tableaux de bord, qui savent gérer des chiffres, qui savent piloter une activité. Et surtout, ça c'est fondamental aujourd'hui, d'avoir des étudiants qui embarquent cette notion de durabilité parce que nos ressources, c'est plus comme en 1984. En 1984, en tout cas en Europe, on n'était pas du tout conscient de la notion de gaspillage alimentaire, on n'était pas du tout conscient du gaspillage des richesses, on n'était pas conscient non plus du tout du réchauffement climatique en fait. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on embarque aujourd'hui à chaque fois qu'on doit développer un nouveau diplôme dans un endroit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a développé un certain nombre de diplômes, mais je dirais que notre mission première, elle a beaucoup évolué parce que on accompagne véritablement la transformation des métiers. Vous allez voir ce qu'on va définir aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec l'université, parce qu'en fait, nos métiers évoluent sans cesse, impactés par plein de choses. Vous, par exemple, ici, j'ai vu le e-commerce commence déjà
à représenter une part importante. Comment on l'intègre aussi, pédagogiquement, comment on l'intègre aussi dans la culture des étudiants. Donc on est tout le temps en veille active en fait. Ça va jusque-là? Oui? Bon, super. Et en fait, l'objectif de l'AFND, c'est de garantir les bonnes compétences pour les entreprises, pour pouvoir aussi garantir une employabilité durable. Nous, on est arrivé à une aberration en Europe, c'est-à-dire qu'on parle maintenant on a parlé à un moment donné de compétences jetables. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, en fait. Donc, dans le retail, surtout en Europe, on a ce gros problème, c'est qu'on n'a pas, on a un turnover, mais hyper important. Qui dit turnover, vous le voyez aussi, même vous en tant que manager au sein de votre UFR ou de l'université, dit aussi des coûts financiers, des coûts de gestion du personnel, des frais de personnel. Sauf qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre ce genre de choses. Et qui dit employabilité durable dit aussi, pouvoir garantir une évolution à l'entreprise en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je parle de l'ensemble de ces éléments. L'AFND, c'est alors des enseignes, les enseignes qui ont fondé l'AFND, elles ne sont plus sur ce tableau-là, mais ils vont revenir cette année. Donc voilà, c'est Decathlon. Decathlon, le printemps, vous voyez la Redoute catalogue. Donc c'était la toute enseigne en fait qui vendait des vêtements sur catalogue et qui vendait pas des vêtements dans des boutiques en fait. Et donc c'est ces trois-là qui ils avaient besoin de créer une école de la distribution. Donc c'était une toute première en fait en Europe, puisqu'ils avaient fondé avec l'université de Lille qui a dit nous ça nous intéresse. On n'a pas du tout professionnalisé, donc il faut remonter à 1984. La plupart n'étaient même pas encore nés dans cette salle. Mais les universités n'étaient pas du tout ouvertes sur la professionnalisation des étudiants en fait. On formait, on délivrait des diplômes, mais on ne réfléchissait pas du tout à ce qu'allait devenir l'étudiant dans sa vie professionnelle en fait. Sauf que l'université s'était dit à un moment donné, oui, mais en fait, ça serait intéressant peut-être de commencer à construire un vivier. Et leur souci à l'époque, c'est qu'ils n'avaient pas d'enseignants qui pouvaient dispenser certains cours en fait, comme le marketing, ça n'existait pas à cette époque-là. Le marketing est arrivé par la suite. On a commencé par les métiers du magasin, donc on s'est basé sur du management très théorique. Sauf qu'il y a des professionnels, et ça aussi c'est un élément qu'on travaillera ensemble, qui venaient aussi dispenser leur savoir-faire et leur retour d'expérience en fait, et même certains professionnels ont basculé de l'autre côté puisqu'ils sont devenus aussi enseignants-chercheurs en fait par la suite, ils y ont pris goût. Donc aujourd'hui on a un réseau d'enseignants spécialisés dans le monde de la distribution qui est vraiment important. La semaine prochaine, on allait accueillir un certain Pierre Dessau. Pierre Dessau, c'est un pur produit de nos formations. C'est un ancien étudiant de l'IMMD, l'Institut de Marketing et du Management de la Distribution, qui aujourd'hui fait partie de l'IAE en fait. Et Pierre, il s'est formé sur des masters qu'on a co-développés avec l'Université de Lille en fait, sur le management de la distribution. Il est en même temps professionnel et en même temps enseignant. Donc voilà. Donc en fait, c'est une capitalisation de façon permanente que l'on a. Le tout dernier qui vient d'arriver, c'est Otera. Parce que toutes nos enseignes, en fait, c'était que des hyper et grandes distributions. Nos étudiants en Europe, en fait, ne sont plus attirés pour travailler dans la grande distribution, comme ils disent. Donc on s'est dit, Otera est une bonne illustration. Otera, vous connaissez tous ou pas ? Alors, Otera, c'est aussi alimentaire, en fait, mais il travaille avec les producteurs directement. Il n'y a aucun intermédiaire. Ils font vraiment du commerce local. Et donc, on accompagne leur développement sur toute la France. Ils sont même en train de songer à se dire, finalement, le modèle africain est intéressant parce qu'il y a beaucoup de producteurs locaux et pour éviter les intermédiaires. Donc, c'est une autre manière aussi de voir la distribution. Pour pouvoir aussi faciliter aussi une meilleure compréhension du commerce et de la distribution, on a recruté OSCAB. OSCAB, ici, c'est une enseigne
qui vend que du sur-mesure en matière de cuisine et de salle de bain. Mais attention sur des produits dits durables, sur des forêts protégées en fait. Ils s'engagent, contrairement à d'autres adhérents que j'ai comme Ikea. Il y a un documentaire qui est sorti sur Arte que je vous invite à voir, Ikea, le des forêts. Donc parfois, voilà, on représente certaines enseignes qui font aussi n'importe quoi sur le plan de les faire intervenir parce que c'est l'enseigne qui est la plus en avance sur plein de sujets différents en fait. Ils sont déjà là, absolument, mais ils ne sont pas encore dans la FMD. Voilà, il faut qu'ils reviennent. Tu vois, pour que je puisse leur dire, allez, il faut intervenir à l'université de Thiès, à l'UFR de SES. Donc voilà, et donc ça c'est vraiment important aussi de pouvoir bien connaître, et là tout à l'heure je vais vous interroger pour savoir un peu toutes les enseignes avec qui vous êtes en relation et tout ça, pour pouvoir aussi construire l'écosystème en fait, avec lequel on va travailler. Parfois je travaille avec des enseignes avec lesquelles je n'ai rien à voir, mais qui sont dans l'intérêt de l'école. Ça, c'est important. Par exemple, nous, à Lille, il y a l'université de Lille qui travaille beaucoup avec Primark. Donc, Primark, vous savez, c'est des vêtements un peu comme H&M, Zara et tout ça, en fait. Ils ne sont pas du tout adhérents, mais en revanche, on essaye de faciliter les choses et on essaye de suivre aussi les étudiants qui sont là-bas. Parce que s'il y a un étudiant qui n'est pas bien dans une enseigne, c'est l'image de l'école qui en pâtit et c'est notre image aussi du groupe qui en pâtit aussi en fait. Donc voilà, autant les succès, on a du mal à les capitaliser, mais autant quand il y a une mauvaise expérience, vous voyez bien, de toute façon, même en tant que consommateur, on rame beaucoup plus pour construire quelque chose avec eux. Ensuite, on a Blanche Porte. Blanche Porte, c'est la plus vieille enseigne. Elle a 200 ans. Blanche Porte, ça pourrait être votre client demain, en fait. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui est e-commerce. C'est ce qu'on appelle un pure player, comme les Cdiscount, comme Amazon. Mais en tout cas, voilà. Amazon n'est pas notre adhérent. On a eu plusieurs mauvaises expériences avec Amazon parce que, voilà, management et de perspective d'évolution des étudiants, elle n'était pas intéressante en fait. Donc voilà, et puis même dans la pratique du commerce, ça fait vraiment rêver les étudiants aussi, parce qu'il y a quelque chose de très moderne aussi. Mais après, dans la pratique, en fait, nous, on travaille qu'avec des enseignes qui vraiment jouent le jeu de l'accompagnement de l'étudiant en fait et de le faire grandir. Moi je veille à chaque par exemple convention de stage ou d'alternance pour que le contenu, ce que l'étudiant va apprendre dans ses cours soit en adéquation avec les missions qu'il va faire avec l'entreprise en fait. Par exemple quand il est en licence 3, ça sera sur des métiers de vente. Quand il est en par exemple, il sera plus sur de l'assistant manager. Et quand il est en master 2, il apprend à devenir manager, par exemple, si c'est sur des masters en management de la distribution, pour qu'à la fin de ses études, il puisse se lancer et qu'il soit apte. Donc voilà, ça, on va à ce que le contenu pédagogique, parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est aussi pouvoir construire ce regard croisé entre le professionnel et aussi le contenu pédagogique. Ensuite, j'ai Électrodépôt. Électrodépôt et Bricodépôt, vu de l'extérieur, c'est les enseignes qui attirent le moins les étudiants. Parce que c'est des dépôts, parce que c'est notre manière de faire du commerce. Mais une fois qu'on a mis en place des choses, une fois qu'ils découvrent la culture de l'entreprise, c'est les enseignes qui vraiment font bien évoluer aussi les étudiants et il y a des belles opportunités. Je crois que Bricodépôt n'est pas encore sur le territoire en Afrique. C'est plus Castorama qui va arriver en ce moment. Donc voilà, après il y a Bricoman. Bricoman, alors, c'est Bricoman, Auchan Retail, Cultura, Kiabi, Noroto et Leroy Merlin font partie de ce qu'on appelle la famille Mullier. Vous connaissez la famille Mullier ? Alors, la famille Mullier, en fait, c'est les fondateurs d'Auchan, initialement. Et en fait, c'est une grande famille des Hauts-de-France, donc c'est une saga.
Donc voilà, et ils ont un certain nombre d'enseignes. Mais chaque entreprise est indépendante, mais l'actionnaire en fait principal est une famille. Donc voilà, contrairement à Castorama et Ikea, où ce sont des actionnaires différents. Et ça, c'est important à savoir aussi. C'est pour ça que j'aime bien aussi travailler un peu avec la famille Mullier, parce que voilà, la marge de négociation, elle est beaucoup plus facile. On négocie pas forcément avec beaucoup d'actionnaires en fait. Donc voilà, on attend des résultats sonnants et trébuchants tous les mois. Donc c'est vrai que Auchan forme plutôt bien les étudiants. Donc voilà. Voilà grosso modo. Alors j'ai pas parlé de Kiabi. Donc toutes ces enseignes-là, donc Kiabi en fait, Kiabi est une enseigne extraordinaire sur la seconde main. Ici, je ne sais pas du tout où ça en est, où vous en êtes aussi sur tous ce nouveau mode de commerce, hein, parce qu'il faut bien l'appeler comme il se doit. C'est pas seulement sur le plan environnemental. La seconde main, en Europe, c'est devenu la future manne, en fait. Comment tu préfères le micro? D'accord. D'accord. Ça marche. Il n'y a pas de... C'est pas possible. Donc voilà, il faut une diversité. Et les diplômes universitaires ne sont pas des diplômes que pour une entreprise en fait. Plus vous allez avoir en plus dans vos propres classes, parce qu'ils vont apprendre entre eux les étudiants, avec multiplier aussi des regards. Donc c'est dans l'intérêt aussi du commerce et de la distribution, je dirais. Donc voilà, peut-être qu'on aura même des étudiants qui vont travailler dans des tout petits commerces locaux, ou bien chez des producteurs aussi, même des fournisseurs. Hein. C'est intéressant aussi en fait. Hein. Donc, et vous n'avez pas signé, évidemment Auchan c'est le plus gros pourvoyeur aujourd'hui, parce qu'ils ont des gros besoins. Mais demain, si d'autres enseignes viennent toquer à votre porte, et d'ailleurs je vous invite, je regarde ma collègue en insertion professionnelle, s'ils viennent toquer à votre porte, bien sûr, il faut aussi leur ouvrir la porte. Et c'est pas parce que la FMD est partenaire de ce diplôme que vous ne pouvez pas travailler avec d'autres enseignes, même qui sont en réseau en fait, puisque vous allez peut-être avoir des enseignes allemandes, des enseignes américaines, je ne sais pas. Donc ça serait important aussi de pouvoir le faire. Est-ce que je réponds à votre question? C'est très clair. Derrière ma question, c'est juste les questions de concurrence. Voilà, on connaît très bien ces entreprises qui sont souvent en concurrence. Le fait qu'il y a... Même Auchan voulait une promotion Auchan en fait, ce qu'il voulait. C'est nous qui avons dit avec les Mbaïfal et autres, Prof Bosso, Mamadou, que l'idéal c'est quand même d'avoir d'abord nos étudiants. Et 3FPT, comme 3FPT partenaire aussi, a pu proposer 5. Mais bon, là on va essayer de diversifier. Je pense que c'est beaucoup mieux de s'ouvrir, parce que sinon on risque de... Parce que déjà les formations se font à Auchan. Tout ça donne une idée que comme si c'est des produits Auchan. Et on sait que la concurrence, souvent, si quelqu'un est formé à travers, par exemple, une structure, le fait d'aller travailler ailleurs, ou etc. Bon, je connais bien comment les gens souvent raisonnent. Mais là, c'est clair, on va essayer dès à présent, à travers ce qu'on voit et votre appui, à essayer d'avoir d'autres, parce qu'il faut qu'on diversifie. Auchan, à un moment donné, peut-être sera dans la saturation. Ils ne vont pas tout le temps continuer à nous accompagner. Et dès lors que nous aussi, quoi qu'on puisse dire, c'est 3FPT qui est le bailleur principal. Parce que même là, c'est 3FPT qui donne 90% des frais qui supportent. Donc c'est finalement, à travers 3FPT, on peut essayer de voir avec les autres enseignes et diversifier. Et aussi, comme vous dites, aider les étudiants à avoir plus de possibilités après. Voilà. Merci en tout cas. C'est tout à fait dans l'intérêt de la formation, ça c'est certain, même de diversification de financement, ça c'est fondamental, mais aussi de richesse
pour les étudiants et entre les étudiants en fait. Et c'est vrai que pour pas qu'il y ait de formatage aussi. Vous êtes une université, il ne faut pas l'oublier. Donc ça c'est vraiment important et c'est quelque chose sur lequel on veille. Vous voyez même au sein de la FMD, la diversité d'entreprises qui peut être dans votre université. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Bon, c'était un plan B en fait. Il est prévu que les formations se déroulent à Thiès également. Mais comme Auchan était disponible et il y a 15 quand même sur les 35 qui sont à Auchan, il était plus pratique pour la mobilisation parce qu'il y avait des questions de déplacement, le transport, etc. On a dit pour démarrer, il fallait aussi démarrer, on était en retard, au moins pour sauver la première promotion. On a dit que bon, on peut démarrer avec Auchan, les autres études, les 5 de 3FPT, ils viennent là-bas et les 15 que l'université avait sélectionnés. Mais il n'est pas dit que les autres formations vont continuer sur le même modèle. Voilà, parce qu'il est prévu de réhabiliter ici des locaux pour que les formations quand même se déroulent également à Thiès. Juste pour des besoins pratiques qu'on a dit pour démarrer, on peut démarrer avec Auchan, surtout pour mobiliser l'équipe de Auchan. Voilà, parce que c'est plus compliqué pour eux de quitter Auchan et venir. Voilà. Heureusement, ils avaient une salle qui pouvait gérer ça, mais ce n'était pas le plan A, ce n'était pas le plan de départ. Mais c'est pratique aussi, et apparemment ça se passe très bien, et ils accompagnent bien aussi nos étudiants avec les repas, etc. Donc ça aussi, c'est à saluer. Voilà, parce que ça, c'était pas évident de bien démarrer la première promotion. Et on sait que mieux vaut bien démarrer pour donner une bonne impression que de démarrer sur des bases qui ne sont pas très optimales, avec des conséquences pour la suite. Mais là, heureusement que ça se passe très bien avec Auchan. On va essayer de voir aussi avec les autres. Je pense que c'est ce qu'il faut pour diversifier. Merci. Et aussi, il faut beaucoup nous accompagner en essayant à travers Mamadou, pour déjà écrire des courriers et préparer l'année prochaine. En fait, oui, bien sûr, ça c'est important, cette diversification. C'est important aussi, et c'est tout à leur honneur d'avoir pris tous ces étudiants. Peut-être que vous allez pouvoir recruter encore plus d'autres étudiants. Ce que je veux dire, c'est juste, Auchan prend toujours un maximum d'étudiants dans toutes les promotions. Donc voilà, quel que soit, j'y reviendrai après, le diplôme qu'on développe, c'est vrai qu'Auchan est un super partenaire. En revanche, ce que je veux dire, c'est juste dans l'intérêt de la formation et la pérennité de la formation, c'est important aussi d'avoir un autre regard, d'autres enseignes, d'autres pratiques. Pour l'instant, vous êtes tranquille pour cette première année, mais demain, vous ayez beaucoup d'étudiants de Carrefour et de se dire, finalement, Carrefour, peut-être lui poser problème en disant, on ne veut pas forcément d'avoir que des étudiants qui vont se former au sein d'Auchan. C'est juste ça. Et ça, c'est important à anticiper. Évidemment que la FMD sera toujours soutien. On est engagé sur ce projet-là, on est partie prenante, on a même une partie du financement, c'est normal, on est lié, de façon contractuelle pour vous soutenir, mais encore faut-il savoir sur quoi on vous soutient. Est-ce que c'est pour pénétrer d'autres enseignes, etc. auprès de nos adhérents? C'est pas un problème. Donc voilà, et ça c'est vraiment important. Et puis voir aussi par la suite comment on prépare la campagne de recrutement des futurs étudiants, tout en même temps leur proposant des contrats. Je crois, ouais, ça vient de commencer. Et je pense, comme l'a dit le directeur, les gens de l'insertion qui sont avec nous, les gens de la communication, et nous-mêmes, ça nous permet encore d'avoir plus de visibilité même sur le projet, sur les objectifs par rapport aux étudiants, etc. Alors, ma question, c'est un peu l'aspect culturel. Je pense à FMD, peut-être en Europe, vous attendez en Europe. C'est à peu près la même culture européenne, culture de la consommation, etc., dans la formation. Comment vous pensez qu'on pourra gérer cet aspect culturel d'un point de vue africain? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Alors, vous avez entièrement raison, et je dirais que même notre
expérience, elle est essentiellement limitée à charge, on va dire, sur un contrat de 8 000 €, on prend en charge à peu près 6 000 €. Mais attention, on ne sort pas de notre poche, on se fait aider aussi par nos opérateurs de compétences et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes réalités. Ici, la formation, elle est beaucoup plus coûteuse en fait pour l'université que pour l'entreprise. Donc là, j'ai appris par exemple qu'Auchan, lui, payait 10%. Je crois, il y a 10% de prise en charge. Donc voilà, mais ça, c'est des conventions sur lesquelles nous, on n'intervient pas, mais en revanche, on veille à l'équilibre. Ça, c'est important. Vous pouvez trouver par la suite d'autres modes de financement. Okay. Juste pour préciser qu'ici, 3FTP a accepté de financer parce que Auchan verse des RSE. S'il n'y avait pas ça, ils n'auraient pas accepté de financer. Ça, ils l'ont bien précisé, s'ils ont accepté de financer cette formation, c'est qu'ils reçoivent de Auchan des RSE en fait, des aides. Ouais. Et en plus, ils ont demandé à Auchan, une des conditions, c'est que Auchan recrute l'ensemble des étudiants à l'issue de la formation. C'est une des obligations. Voilà. Et ça, c'est super important. Oui, bien sûr. Oui. Ça garantit l'insertion. Ça garantit l'insertion, absolument. Parce que voilà, et ça c'est important, donc c'est ça qu'il faut voir au final. Je veux dire, c'est un schéma qu'on pourra remettre en question. Ça ne garantissait pas l'insertion. Si vous avez plus d'étudiants qui sont encore en difficulté pour trouver un emploi. Ce qui serait intéressant, et c'est là où nous on est très mauvais en France, c'est que moi je ne sais pas ce que deviennent vraiment l'étudiant après. Voilà, donc je le sais ce qu'il devient après 1 an, mais après on le perd de vue en fait. Donc c'est pour ça que c'est important que peut-être comme autant en profiter et profiter de nos erreurs aussi, c'est de créer vraiment peut-être une association d'anciens, un réseau, mais alors c'est de l'or. C'est de l'or parce que voilà, c'est là où vous allez avoir vos intervenants. Donc c'est intéressant d'avoir des intervenants professionnels qui ont déjà vécu la formation, parce qu'en plus de ça, ça va devenir aussi vos ambassadeurs pour recruter d'autres étudiants par la suite. Et puis c'est un cercle vertueux. Si on a des jeunes qu'on a du mal à insérer, de pouvoir s'appuyer aussi sur ces anciens. Il y a un phénomène de cooptation naturelle. Tu as fait la même formation que moi, voilà, il y a déjà un climat de confiance qui s'instaure en fait. Et par exemple, moi j'ai rencontré un problème, j'ai de temps en temps des qui sont porteurs d'handicap. C'est hyper compliqué, même si on est contraint d'un point de vue réglementaire de recruter un pourcentage de personnes handicapées. Qui dit handicapé, d'ailleurs j'étais c'est qu'hier à l'aéroport, je voyais personnes à mobilité réduite. En fait, dans le monde, l'handicap se réduit à la mobilité. Sauf que l'handicap, il peut être neurologique, il peut être totalement invisible. Donc, ça peut être aussi la surdité. Enfin bref, il y a plein d'handicaps différentes. Et nous, on sensibilise beaucoup là-dessus, en fait. On a des référents handicap, d'ailleurs, au sein de l'école, qu'on a demandé. Et c'est vrai qu'au niveau des gestionnaires, c'est important aussi que vous vous faire accompagner là-dessus. Donc et nous, on essaye vraiment de forcer nos enseignes adhérentes aussi à intégrer ces publics-là. D'ailleurs, on paye des taxes c'est pour ça que tout le monde cherche l'handicap le plus faible possible. Sauf que c'est un sujet qui est très important et qu'on doit aussi embarquer. Donc voilà, au niveau, alors je ne vais pas revenir en détail, au niveau de l'alternance, c'est vrai comme on a des partenariats avec les écoles, on essaye de garantir au moins minimum 50% de taux d'insertion. Donc voilà, ça c'est le minimum qu'on puisse assurer. Et c'est la base de nos engagements avec nos écoles partenaires. Et donc si vous devez créer ou inventer un nouveau partenariat avec une structure locale que vous allez construire avec les entreprises locales, c'est important, c'est des choses qu'il faudra penser, qu'il faudra mettre aussi dans les conventions. D'accord ? Donc ça c'est vraiment très très important en fait. Donc voilà, donc si je dois résumer, mon travail c'est vraiment de développer
des nouvelles formations, des nouveaux diplômes. On se base sur des diplômes et pas seulement des formations non diplômantes. Et ça, c'est vraiment important, comme Discom. Voilà. Mais ça demande un travail énorme parce que il faut aussi que j'arrive à convaincre l'ensemble de la communauté de mes enseignes adhérentes. Elles n'ont pas toutes des intérêts. Par exemple, au terrain n'a aucun intérêt. En revanche, voilà. Oui. Ah, excusez-moi, il y a Souleymane qui veut dire quelque chose. Ah, c'est pour toi. D'accord. Donc, oui. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Alors, nous, on favorise surtout les réseaux, vous l'avez compris. Depuis ce matin, je n'arrête pas de parler de ça. On est avec l'entreprise, où l'entreprise appelle, tiens Ingrid, au fait, l'année prochaine, il y a l'étudiant qui va arrêter son contrat, est-ce que tu peux pas me trouver un autre profil? Donc elles ont même, au-delà de l'administration du dossier de l'étudiant, donc elles sont vraiment fondamentales. Leur présence est fondamentale. Et c'est vrai qu'une fois par mois, on se retrouve avec les enseignants, les gestionnaires, les administratifs aussi. Donc c'est important, mais aussi avec des doctorants. Donc, parce qu'on a des doctorants, donc des futurs enseignants qu'on va pouvoir recruter. Parfois, on les aide aussi dans le financement de leur thèse, mais c'est vraiment important. Donc, quelle est ma relation directe avec les gestionnaires? Alors, je peux pas c'est une relation privilégiée parce qu'on a cette proximité géographique. C'est-à-dire que demain, vous allez avoir une ASMD, c'est pas mal ça comme un acronyme, au sein de votre pôle, vous allez développer ça avec cette personne-là qui sera en poste en fait. Donc cette personne-là, elle sera déjà rien que pour connaître le taux d'insertion, pour pouvoir suivre l'évolution, où est-ce que l'étudiant a trouvé son contrat, me dire quels étudiants ils ont une difficulté à trouver un contrat aussi, parce qu'il n'y a que vous qui le saviez en fait, avant que les enseignants s'en occupent. L'enseignant est là pour délivrer. Il délivre du savoir, etc. Il ne va pas gérer administrativement et puis financièrement aussi les dossiers. Et puis vous allez aussi voir un peu l'état d'évolution. Vous êtes nouveau? Je ne vous avais pas vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir aussi gérer toutes ces difficultés-là. Vous êtes à un poste quand même qui est compliqué, parce qu'en même temps, vous êtes en lien avec l'école, en même temps en lien avec l'entreprise. Donc vous avez un poste vraiment pivot et en même temps avec l'étudiant. Donc voilà, vous êtes d'abord là pour l'étudiant, je pense, mais vous devez gérer des plannings, vous devez gérer aussi des données administratives. Parfois, il y a des ruptures de contrat aussi. Donc ça, c'est des choses, je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés. Qu'est-ce qui travaille directement sur la partie gestion administrative des étudiants? Par rapport à ça, ce que je peux répondre, parce que à la scolarité centrale, la gestion des inscriptions des étudiants, pratiquement c'est ça notre volet, aspect, orientation, information. Voilà, donc souvent quand on reçoit des nouveaux bacheliers surtout, ce qu'ils viennent, d'abord on vérifie leur orientation, sur quelle filière ils sont orientés. D'abord, par rapport à cette filière, on vérifie s'ils ont des prescriptions. S'il n'y a pas de prescription, on crée la prescription. Après, on les guide, on les informe où est-ce que le site se trouve par rapport à l'UFR qu'elle a été orientée. Et les documents qu'ils ont besoin aussi pour l'inscription et le paiement, le montant de paiement. Après ça aussi, on l'aide pour l'inscription. Après, on lui donne le certificat d'inscription, la carte étudiant. Après, on lui indique à l'administration pédagogique pour faire l'inscription pédagogique là-bas. Donc, entre autres, ici, à la scolarité, on gère non seulement l'aspect inscription administrative, mais aussi on gère les bourses, des problèmes de bourses. Les bourses aussi, on gère les problèmes des bourses aussi. Et aussi, on gère souvent des problèmes problèmes sociaux. Parce qu'il y a là-bas, il y a un agent social là-bas
un étudiant, s'il est malade ou bien s'il a des problèmes, qu'importe, même pour les problèmes de paiement des formations, on va voir chez nous comment on va faire pour les aider. Bon, pratiquement, on est tous les étudiants, que ce soit un nouveau bachelier ou bien un doctorat, on les aide sur toutes les inscriptions pédagogiques, inscriptions administratives et tous les besoins liés à cette formation-là. Pratiquement, c'est... Et puis, même les parents d'élèves, ils viennent ici, on les aide pour une suivi pour les études de leurs enfants. Tout ça, vraiment, on gère tous les aspects. Voilà, de manière générale, quoi. Donc, il y a un gros travail. Oui, il y a un gros travail. Oui, ça, vraiment, chaque jour, on est là. On reçoit beaucoup d'étudiants, on reçoit des parents d'élèves chaque jour. Tout le temps, on travaille. Quelles sont les idées d'inscription d'un étudiant ici? Il arrive, je m'inscris à l'UFR de SES, je paye combien? Bon, si c'est un étranger, si c'est un Sénégalais. Sénégalais, voilà, si c'est un Sénégalais, il paye 25 000 francs pour l'inscription administrative. C'est la licence, oui. Ça, c'est la licence. Et pour le master, c'est 50 000. Au doctorat, ça peut être une grosse somme. Voilà. Voilà. Il y a des bourses d'aide. Bien sûr, il y a les bourses, il y a les aides. Comment ils décrochent ces bourses? Vous les accompagnez là-dessus? Si on n'a qu'une assistante de direction, en fait, qui en fait partie aussi, parce que c'est important aussi, c'est aussi l'ambassadrice de la direction, en fait, au sein du service. Donc, nous, on intervient vraiment à partir de la licence 3, en se disant... Il a une appétence pour le secteur, il a des dispositions pour tel ou tel métier. On n'est pas décisionnaire, on est juste là à titre consultatif. Et c'est normal, on ne peut pas se substituer à vous. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, après, au niveau de l'insertion, là, on travaille vraiment avec les personnes qui s'occupent ça en direct, en fait, pour pouvoir les aider et être en soutien. Donc, c'est ces personnes-là qui vont nous faire remonter les difficultés. Par exemple, dans les écoles partenaires que l'on a toujours une personne référente là-dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est vous. Donc voilà. Et donc, même quand on construit nos actions, les propositions que l'on fait, on le fait avec vous. Donc, ça serait intéressant, vous, qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place, hein, si vous avez déjà réfléchi à des choses, et comment vous fonctionnez, enfin, voilà. Nous, au début de l'insertion, c'était un peu compliqué. Mais cette année, on a pensé à créer un réseau d'anciens étudiants. On a pensé qu'avec ça, les étudiants vont interagir entre eux et les anciens vont aider les plus jeunes à s'insérer, trouver des stages et s'insérer. C'est comme ça qu'on veut trouver une solution pour les plus jeunes. Mais vous travaillez pour l'ensemble de l'UFR. Oui. Oui, c'est ça. Quel que soit le métier, en fait, de statisticien jusqu'au manager. Voilà. C'est ça. Ok. Et est-ce que par la suite, vous allez avoir, parce que votre formation, vous allez voir que dans le monde du commerce et de la distribution, ça va grossir. Oui. Voilà. Nous, on est parti aussi d'une toute petite promotion. Vous voyez, à peu près de 15 personnes. La toute première promotion, elle était de 15 personnes. Aujourd'hui, ça représente 650 personnes qui sont diplômées à la fin, sans compter de la licence 1 jusqu'au master. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, quand on développe, tout à l'heure, je parlais du conseil de perfectionnement, les administratifs sont invités aussi. Sont invités parce que c'est important, c'est eux qui ont des informations sur le rythme de l'étudiant, en fait. Qui ont des informations qui viennent de l'extérieur, mais de l'étudiant lui-même, ou du réseau. Parce que parfois, vous allez avoir des entreprises comme Carrefour, il va vous dire, non, mais moi j'ai besoin d'étudiants pour faire des inventaires, pour des événements de promotion, etc. Sauf que vous êtes les garants aussi, donc vous allez être impacté aussi, parce que l'étudiant va venir essayer de vous de négocier avec vous, de vous dire non mais là je suis absent, mais c'est pour mon entreprise, etc. Ça, il faut être garant aussi, il faut être clair, et il faut que les règles soient claires aussi avec les entreprises, parce que comme je vous disais, il y a un temps à l'école et il y a un temps en entreprise. Donc ça, on peut y avoir un moment exceptionnel. Je ne sais pas, moi, Gérard Mullier, le DG d'Auchan,
se déplace en Afrique et il va rencontrer les étudiants de la première promotion. Bon, c'est un événement exceptionnel qui pourrait... Une entreprise qui a tendance à négocier les contrats pour nos étudiants employables, je veux dire. Donc, si vous voulez, je peux vous laisser. Oui, je pense que Mme King, déjà, elle a bien parlé par rapport au réseau des alumni, mais elle a oublié de préciser que l'année dernière, on avait même recruté un vacataire pour l'accompagner et ils ont fait des enquêtes pour avoir une base de données des alumni. Déjà, ça, c'est disponible au niveau de l'UFRSS. Et là, on a une idée assez générale quand même du taux d'insertion de nos étudiants, les postes qu'ils occupent. Moi-même, j'ai bénéficié du fonds FARI, c'est lui qui gérait. Le fonds FARI, c'est fonds d'appui à la recherche et à l'innovation au niveau de l'université. On postule et j'avais postulé, j'avais un financement et j'ai fait une étude avec d'autres collègues sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université Badr Thiam de Thiès et c'était très intéressant. Et comme on vient de le souligner aussi, au niveau central, il y a la direction de l'insertion et des relations avec les entreprises qui est très dynamique aussi, qui organise des formations en entrepreneuriat, qui facilite les relations avec le monde professionnel. Sans compter aussi qu'on a une direction de la coopération. Voilà, elle aussi, elle facilite les rapports avec le monde socio-professionnel. Le problème, c'est comme ce que vous venez de dire, souvent c'est une personne ou deux, et souvent aussi les moyens ne suivent pas. Parce que c'est comme Mme King, elle est là, mais elle n'a pas de budget. Mais si elle demande, on l'accompagne. Mais malheureusement, souvent, si tu n'as pas assez de moyens, c'est difficile d'atteindre les différents objectifs qu'on te demande d'atteindre. Mais l'UFRSS, depuis très longtemps, on a mis en place cette division, ou en tout cas ce service qui s'occupe de l'insertion et des relations avec les entreprises. C'est très intéressant quand même pour aider les étudiants déjà à avoir des répondants. Souvent, ce que les étudiants demandent, c'est des lettres de recommandation. Et elle aussi, ce qu'elle fait souvent, elle facilite des signatures de conventions. Même dans le cadre de ce DISCOM-là, quand il fallait aller à Dakar au tout début pour même rencontrer l'ambassade de la France, le consulat, on était partis ensemble à Dakar. Parce que tout ça pour rappeler quand même qu'on a parcouru un grand chemin avant d'avoir voilà, ce qu'on est en train de bénéficier maintenant. Et tout le monde était impliqué aussi. Voilà, je ne sais pas si l'innovation, c'est bon. Ok, merci. Là, par exemple, pour les 40 ans de la FMD, elles ont été hyper moteurs et en fait, elles ont pu participer, donner leur point de vue aussi. Voilà, chacun a des éléments, détient des éléments qui peuvent aider à mieux gérer les étudiants aussi, que ce soit administratif, financier, mais aussi pédagogique. Donc voilà, et il en va, je dirais, excusez-moi du terme, mais de l'image aussi qu'on véhicule auprès de vos partenaires économiques aussi. Voilà, ça c'est important aussi, en fait, se dire, bon voilà, moi j'ai envie de travailler avec l'Université de Thiès, particulièrement avec la faculté d'SES, pour pouvoir vraiment continuer aussi à préserver ce lien avec le monde économique et le renforcer. Je poursuis, puisque sinon on restera à la présentation de la FMD jusqu'à la fin de la journée. Donc comme je voulais créer une retail avec l'Université de Lille. Alors ici c'est en tout petit, mais là je vous présente tous les masters qu'on a développés avec l'Université de Lille et particulièrement avec l'IAE. D'accord ? Je ne sais pas si ici ça fonctionne de la même manière avec l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc
Donc on a développé une mention avec le ministère. Avant, cette mention, c'était marketing-vente. On trouvait que c'était pas très parlant pour pouvoir attirer des étudiants sur ces formations-là. Et évidemment, la partie administrative a été très très utile parce que ça nous a permis de collecter toutes les informations concernant les étudiants et leurs évolutions pour pouvoir aussi prétendre à une nouvelle mention qui s'appelle la mention commerce et distribution. Donc voilà, c'est-à-dire que l'étudiant que j'ai fait du management, j'ai fait du marketing, j'ai fait du e-commerce ou de la supply chain, c'est pareil. Ils sont diplômés et c'est important. Pour nous, c'est vraiment important. En fait, c'était même une bataille qu'on a menée avec le monde institutionnel pour que la notion de commerce et distribution apparaisse dans cette mention de master. Donc voilà. Donc le tout premier, le master un peu phare, c'est comme avec vous, on a commencé, donc c'est le master commerce et distribution, donc c'est en management. Voilà, parce que c'est là et on a le plus besoin de personnel en fait. Donc ce soit à des niveaux de manager, de rayon, c'est-à-dire que je gère juste un rayon. Alors chez Auchan, c'est déjà rien qu'un seul rayon, c'est comme déjà une petite PME. Hein. Donc c'est plein de PME dans un même grand supermarché. Après, ce qu'on appelle des gestionnaires de secteur, c'est-à-dire que j'ai un secteur c'est plusieurs rayons. Donc voilà, par exemple dans le bricolage, ça peut être le rayon quincaillerie, rayon salle de bain, rayon cuisine. Au sein d'Auchan, on appelle ça des managers commerce. C'est différents commerces. Par exemple, c'est les produits laitiers avec les fruits et légumes, la boucherie, etc. Donc voilà, c'est ça ce que ça représente, des univers. Excusez-moi. Vous pourrez les retrouver sur un site internet. Je vous donnerai tout ça évidemment avec les attendus pédagogiques, les modalités d'inscription, etc. Comme ça peut être aussi une source d'inspiration. Et donc, en fait, toutes ces formations, comme vous le voyez ici, il y a des petits fanions qui indiquent qu'elles peuvent être faites en formation continue ou en formation en apprentissage, en fait. Donc, voilà, elles sont toutes en initiale. Donc, un seul master, par exemple, le master commerce et distribution connecté, il se fait qu'en alternance, parce qu'en fait, les technologies au niveau web, au niveau application c'est tellement fluctuant que ce master-là, on ne peut pas le faire en formation initiale. On ne peut pas être 6 mois à l'école, déconnecté des réalités du terrain et après seulement faire un stage. Donc celui-là, on l'a choisi en se disant, il sera qu'en alternance. Donc c'est le seul master qui se fait qu'en alternance, donc c'est important. Ensuite, on a un master entièrement dédié à la recherche, vous voyez ? Parce que on a investi de l'argent, nous aussi, le retail, pour former des enseignants-chercheurs. Parce que ces enseignants-chercheurs spécialisés en retail, ce sont eux qui, à leur tour, vont devenir des enseignants qui vont pouvoir aussi évoluer dans nos formations. C'est important. Donc, aujourd'hui, c'est comme Mbaye. Mbaye, lui, c'est un pur produit académique. Mais il a fait le master recherche quand il est arrivé, tout jeune en France. Donc voilà. Et donc c'est très très important pour nous ça. D'autant plus que vous allez aussi pouvoir faire partie de cette communauté d'enseignants-chercheurs liés à la distribution, au-delà même du Sénégal, puisqu'on soutient 2 actions avec comment ça s'appelle, chaque année en fait on organise ce qu'on appelle le colloque Etienne-Thiel. Etienne-Thiel, c'était le tout premier homme dans les années 30 à penser déjà à comment le commerce allait se faire dans le futur. Et donc en mémoire de ce grand chercheur, en fait, chaque année il y a une association qui s'appelle l'association Etienne-Thiel, et donc il réunit des enseignants-chercheurs de toute la communauté francophone, en fait, pour pouvoir travailler sur des avancées, en fait, au niveau de la recherche.
Et on invite aussi des gestionnaires pour pouvoir aussi se tenir au courant de ces avancées. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça se diffuse dans toute la hiérarchie et c'est vraiment important. Donc ensuite on a un master en marketing. Alors pourquoi le marketing? Parce qu'il est arrivé dans les années 90 en fait en France et on l'a pas pensé, on l'a pas imaginé dans les années 80 parce qu'en fait avant, chaque magasin avait sa propre centrale d'achat en fait. Vous savez, chaque magasin était autonome pour pouvoir travailler avec des fournisseurs, pour travailler directement sur des études de la zone de chalandise. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une zone de chalandise? Vous savez? Non, en fait, je voulais peut-être insister sur ça. Oui. Le mot du métier. On entend parler chef de rayon, magasinier, mais si on peut avoir un peu les étendues, quelles sont les responsabilités autour de ces métiers et comment c'est corrélé aux formations? D'accord, très bien. Bien sûr. Par exemple, la notion de zone de chalandise. Donc ça, l'étudiant, il doit savoir dans ses cours ce que c'est en fait. On lui apprend comment mener des études autour d'un magasin, comment je vais faire mon étude un peu de la veille, si vous préférez, de la prospective, d'autres vont l'appeler de cette manière-là. Et là, je dirais que je sois chef de rayon ou directeur de magasin, je dois avoir toutes ces notions-là en fait. C'est vraiment important. Donc un chef de rayon, par exemple, pour répondre à votre question, il est obligé de savoir ce que c'est que, de manager par les chiffres. Tous les jours, je suis dépositaire en fait du chiffre d'affaires de mon magasin. Donc c'est mon tableau de bord qui va pouvoir m'aider. Comment ça se traduit pédagogiquement? Il faut que j'apprenne. Déjà, il faut que je maîtrise Excel, même si l'intelligence artificielle fait des sacrées avancées là-dessus. Bientôt, on n'aura plus besoin d'utiliser les tableaux Excel, mais en tout cas, on doit savoir interroger l'IA. Mais ceci dit, pour revenir à la notion de socle de compétences, on a un socle de fondamentaux liés à l'économie, liés à la gestion, d'accord? Et après le métier. Il y a les directions composées de la scolarité, il y a les responsables pédagogiques de l'IFS qui ont aussi des niveaux de responsabilité élevés. Il y a aussi des partenaires financiers, à savoir l'ANF et l'AFD qui ont un niveau de responsabilité très élevé. Il y a le responsable insertion universitaire également. Il y a les pairs qui interviennent. Il y a les gestionnaires administratifs composés des acteurs du projet directeur
qui ont toujours des niveaux de responsabilité élevés. Il y a les étudiants professionnels et les étudiants aussi normaux, si on peut le dire ainsi. Il y a aussi qui ont toujours des niveaux de responsabilité très élevés dans le cadre de ce projet-là. Il y a aussi les pairs PATS de l'Université de Lille qui interviennent aussi, même si c'est quelques professeurs qui ont un niveau de responsabilité comme les professeurs de l'UFSS, un niveau de responsabilité aussi quasi élevé. Il y a les acteurs internationaux du commerce. Il y a aussi, ça c'est les acteurs du commerce local, les acteurs du commerce local, la chambre de commerce qui est là, n'est-ce pas? Il y a, ça c'est quoi? Bon, de toute façon, on a, c'est les acteurs du commerce local, quoi. On les a listés de cette manière-là. Il y a Auchan, il y a Auchan comme acteur de commerce. Il y a aussi les autres qu'on veut développer comme en termes de partenariat dans le futur, comme Carrefour. Donc, par rapport à l'explication détaillée du niveau de responsabilité élevé, on a pris le top management qui ont un niveau d'engagement élevé pourvu leur signature et leur convention. La signature de convention entre les différentes parties. La communication, elle assure aussi la communication et apport financier et matériel dans le cadre de ce projet avec l'ANR, l'AFD, ainsi que sur le plan professionnel comme 3FPT et Auchan qui ont apporté également dans le cadre de la formation de DISCO en licence 3 cette année un apport financier à hauteur de 100%. Donc comment maintenir ce cap de façon pérenne? Il faut qu'il y ait respect également des règles de convention de la communication ainsi que les procédures de décaissement qu'on suit les normes conventionnelles, n'est-ce pas, et les normes aussi administratives. Il y a également, aussi sur le plan de la responsabilité élevée, l'insertion, la division insertion de l'université, qui ont aussi un niveau d'engagement moyen, la division insertion, un engagement moyen, parce qu'ils ont une responsabilité, pas directe mais semi-directe, au vu de leur implication dans ce qu'on fait en termes de partenariat, aide dans le cadre d'insertion, ainsi que de la collaboration avec les autres parties prenantes. Aux futurs partenaires, il y a la direction de la scolarité qui est en amont comme en aval depuis le processus de recrutement d'étudiants ainsi que jusqu'à la délivrance du bien de diplôme. On a pris des leçons par chaque partie prenante pour regarder son niveau d'engagement, on regarde comment faire on a pris également comme partie prenante les responsables pédagogiques de élevé dans le cadre de leur implication dans les procédures aussi administratives. Il y a le CSA qui est là-bas, qui nous aide dans le cadre des aspects administratifs. Il y a aussi son équipe composée des assistantes ou des assistants, ainsi que la division pédagogique qui aide aussi dans la mise en œuvre des procédures administratives concernant les étudiants. Il y a aussi, en termes aussi comme partie prenante, les pairs, les personnels enseignants et de recherche, qui s'impliquent davantage dans le déroulement des activités de DISCOM. Comme il y a des intervenants qui, aux côtés
également des intervenants de l'île qui assurent des formations dans le cadre de ces modules-là qu'ils donnent, qui ont un niveau d'engagement élevé. Ils participent également à l'orientation stratégique. Ils aident, d'ailleurs c'est eux-mêmes les porteurs de ce projet qui ont su travailler depuis 2 ans ou plus dans le cadre de ce projet-là et qui, après le projet également, doivent aussi conduire à bon port les objectifs. Donc ils vont servir de relais après l'expiration de la durée du projet. Aussi comme des engagements des parties prenantes, il y a l'engagement des coordonnateurs, des professionnels coordonnateurs. Maintenant, il y a aussi des professionnels étudiants qui ont un niveau de responsabilité aussi, d'engagement du moins, élevé. Soutien aux étudiants, ils viennent en appoint aux étudiants là, normal, entre guillemets, des étudiants qui ont suivi un cursus depuis de la licence 1 à la licence 3 au master. Mais on les a mélangés avec des professionnels de haut rang et qui nous aident quand même à élever même le sens de responsabilité sur le plan professionnel. Donc ils jouent un rôle très très élevé et très important dans la mise à niveau des conditions d'insertion et de travail de nos étudiants. Et même des étudiants de 3FPT, je ne l'ai pas souligné, 3FPT a 5 étudiants aussi. Il a intégré avec les 15 de Auchan et les 15 de l'UFSS et les 15 de l'université. On a également comme partie prenante des professionnels intervenants qui ont un niveau d'engagement faible, car aujourd'hui on ne l'a pas, sauf dans le cadre des renforcements de capacité, comme les team building avec vous, ainsi que également l'entrepreneuriat avec ABC Learning. Bon, donc ce projet-là, il y a ce volet-là de renforcement avec les professionnels qui nous aident. Donc comment rendre le niveau d'engagement élevé? On a listé faire intervenir des professionnels docents, voire avec l'Université de Lille et l'AFMD. Alors, future possibilité de collaboration avec les professionnels de Auchan pour qu'ils puissent intervenir dans le cadre de la formation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non. Les professionnels d'Auchan au Sénégal, non. Ils n'interviennent pas. D'accord. Maintenant, il y a peut-être du côté de l'île, à part ABC, il y a des professionnels, mais ils n'interviennent pas pour moi dans les enseignements directs. D'accord. Donc ce serait bien de voir de ce côté-là avec l'AFD et l'île, quels sont les professionnels aussi qu'on peut faire, qui font intervenir peut-être à l'île et qui peuvent intervenir en police. Oui, absolument, parce qu'il y en a pas mal et ça là-dessus je pourrais vous aider, en tout cas sur ceux qui sont à l'île. Peut-être que ceux qui sont au Sénégal sont encore mieux parce qu'il n'y a pas de frais de déplacement et tout ça, parce qu'on doit penser en termes de coûts aussi. Donc ça serait intéressant, peut-être même, comment dire, parce qu'au sein d'Auchan, ils ont internalisé un centre de formation. Donc voilà, où il y a un centre de formation manager, de voir aussi comment on peut faire un transfert ici. C'est important aussi, parce qu'autant tout transférer que le tissu soit présent en fait. Donc ça c'est vraiment fondamental. Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais c'était important pour moi de comprendre. Oui, parce que l'idée de base aussi c'est la co-création. Ouais. Donc puisqu'on entre dans la co-création aussi, ce serait un aspect positif pour aider cette bonne co-création, pour les rendre pérennes. Donc on a également des acteurs nationaux du commerce qui ont un niveau faible aussi d'engagement,
Mais comme perspective, on tend vers l'intégration des chambres de commerce, du ministère du commerce, de l'ADPME, entre autres. Parce qu'il y a d'autres aussi acteurs qui sont là. Il y a DER, tout à l'heure, le professeur Thiam en a parlé, l'APIX est là. Donc, comme les acteurs aussi nationaux sur le plan du commerce, ou bien même sur le plan de l'entreprise, ils peuvent intervenir. Donc, nous allons présenter la dernière partie. Et bien, Ils sont bien travaillés, hein. C'est une suite de la dernière partie. C'est une suite de la dernière partie. Bon, de toute façon. C'est les deux, hein. C'est juste une suite de la dernière partie. Donc, mais de ce projet-là, c'est ce qu'on préconise comme solution. Donc, voilà qui met fin à notre exposé. S'il y a des questions ou s'il y a une contribution, suggestion, ou prof, si vous voulez rebondir, c'est juste pour les pères et pattes, peut-être préciser une meilleure intégration entre les équipes. Voilà. Une meilleure intégration entre les équipes de Thiès et de Peut-être pourquoi pas organiser un... Oui, on va les applaudir, ça c'est sûr. Mais, bravo, très attentivement. Nous sommes une équipe de 4 personnes. Alors, je me permets de représenter tout le monde. Monsieur Moussa Dia. Alors, Moussa Dia est porteur du projet DISCOM. Il fait partie des 4 mousquetaires du projet. De sa formation, il est ingénieur en génie civil. Une compétence très appréciée dans le cadre du DISCOM, puisqu'il a la possibilité de suivre, par exemple, notre dossier de passation de services, puisque ça porte sur la réhabilitation du site de l'ex-bâtiment, l'annexe. Donc son regard en tant que technicien en génie civil est très très important. Et donc en plus de ça, il a une autre casquette, c'est qu'il est gestionnaire. Il fait partie des rares gestionnaires de l'université en fait. Il est gestionnaire de formation. Donc au niveau de la faculté des sciences économiques et sociales, il fait partie des rares professionnels vraiment formés dans la gestion. Voilà. Et en plus de ça, il est enseignant, responsable de filière. Et dans ses heures perdues, chef d'entreprise. Ah oui, et mangeur de niébé. Les niébés sont des haricots. Ah, voilà. C'est pour cette académie. Alors, il y a également dans notre équipe Madame Adia Markafal, qui est docteur en mathématiques. Très important aussi à l'université de Thiès. Les gens l'oublient, mais ce n'est pas une université scientifique au sens de l'université de Lille, par exemple, l'ancienne université des sciences et technologies de Lille. Elle est dans une université très généraliste, mais elle a cette compétence de mathématicien. Et elle fait des statistiques, de la probabilité, etc. Et qui est très important. C'est très important en tant que femme aujourd'hui d'être dans cette compétence scientifique à haut niveau. C'est vraiment une prouesse à applaudir. C'est important de le souligner parce que dans le projet DISCOM, il y a un principe très important, c'est l'inclusion. Et il se trouve qu'à Thiès, au niveau de l'inclusion, on est à la pointe, puisque quand vous regardez les services, il y a beaucoup de femmes, et puis il y a des femmes qui sont à des postes de responsabilité. Et en plus de ça, on a des scientifiques de pointe à l'université de Thiès. Vous voyez.
Donc ça, c'est très important. Et donc, dans le projet et les porteurs du projet. Et sur le plan professionnel, tous les jours, elle est responsable pédagogique, responsable de l'APR, et elle enseigne également les mathématiques avec beaucoup de joie et de plaisir. Voilà. Ensuite, nous avons Nabou, Madame Nabou Sek, qui travaille au niveau du rectorat. Donc, depuis ce matin, on parle de central, service central, c'est le rectorat qui représente la centralité au niveau de l'université. Et au sein de cette centralité, le service de communication, la direction de communication, c'est le service transversal à tous les services. Donc, elle travaille à ce niveau-là. Et nous, on travaille beaucoup avec eux parce que toutes nos activités sont répercutées et rendues visibles grâce au travail qu'ils font au niveau du rectorat. Ça, c'est très, très important. Donc, on est accompagné, on nous sollicite. Même quelquefois, quand on n'a pas beaucoup d'éléments, on nous dit « envoyez-nous des éléments pour faire la communication ». Donc, souvent, ils assistent à nos activités, ils diffusent les activités et ils nous envoient des techniciens pour prendre des photos, pour filmer, etc. Donc, c'est à saluer, quoi. Donc, moi, il me semble très important de bien dresser le portrait de chacun pour qu'on comprenne bien quelle est la place qui est prise par les uns et les autres et leurs différentes contributions. Parce que si ces contributions-là n'existaient pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ces différents apports, même dans l'écriture du projet, ont permis d'obtenir le financement et ont permis de mettre en œuvre le projet DISCOM. Voilà. Donc nous, on a travaillé... Oui, mais bon, moi je... C'est parce que je voulais sauter mes livres. Donc, moi, je suis sociologue de formation. J'ai fait la sociologie, j'ai enseigné la sociologie, j'ai travaillé avec l'université de Lille d'abord en tant qu'enseignant en sociologie. Ensuite, j'ai rejoint l'université catholique où je m'occupais des formations professionnelles. Après, j'ai fait l'évaluation des établissements, l'audit et conseil, les établissements sociaux et médico-sociaux. Vous savez qu'en France, ces établissements sont obligés de faire une évaluation tous les 5 ans. Et sinon, l'État leur coupe le financement et peut aussi leur retirer l'autorisation d'ouverture. Donc, ils sont obligés de faire une évaluation interne et ensuite un cabinet externe vient faire l'évaluation. Mais toujours dans ce qu'on appelle la démarche qualité pour renforcer les compétences et veiller sur les bonnes pratiques professionnelles. Donc moi, j'ai travaillé donc avec un cabinet pour faire cette évaluation et accompagner les établissements. Et c'est à la suite de ça que j'ai travaillé avec une municipalité pas loin de Lille qui s'appelle Somain, où là, je m'occupais aussi des établissements sociaux, et avant de faire la direction des établissements et avant de revenir encore une fois à l'université, mais cette fois-ci dans le cadre du projet DISCOM. Donc voilà mon parcours très rapidement. Donc en fait, ce parcours-là me donne des compétences dans la pédagogie, dans l'accompagnement des étudiants, dans l'écriture des dossiers de demande d'habilitation, des conventions, etc. Mais également des compétences dans la gestion des projets, des compétences dans l'enseignement et la formation, et des compétences dans l'évaluation et la direction du management des équipes. Donc ça, c'est ce parcours-là qui est atypique, mais qui finalement me permet de regrouper ces éléments-là et de pouvoir aussi être polyvalent quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, nous, on a travaillé sur une thématique très, très importante, la cohésion d'équipe. Alors, on a essayé de voir la cohésion sous l'angle de l'organisation globale, c'est-à-dire de façon systémique. Ce n'est pas simplement la cohésion d'une équipe, mais c'est la cohésion globale, donc de façon systémique. Et sur ce point-là, on a relevé les forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Alors, je commence par les faiblesses. Alors, en termes de faiblesses, on a vu que l'interculturalité, c'est-à-dire
le fait que dans le projet DISCOM, on puisse avoir des cultures différentes, africaines, européennes, françaises et sénégalaises, peuvent quelquefois amener peut-être des incompréhensions. Donc là, ça peut être vu sous cet angle-là, en tout cas, comme étant une faiblesse. Voilà. On avait également remarqué que les personnalités différentes, par ailleurs, ça peut constituer une richesse, mais dans certains cas, cette diversité de personnalités peut amener des incompréhensions peut-être. Et donc ça peut effectivement poser un problème. On a remarqué également des problèmes en matière de communication, notamment la communication interne. Là, c'est quelques faiblesses qu'on a remarquées. Cette communication interne, on a l'impression quelquefois que les gens sont sur la même longueur d'onde, ils ont les mêmes informations, mais on se rend compte, quand on parle ensemble, qu'on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas compris les mêmes choses, on n'a pas compris le projet, ou on n'a pas bien compris les objectifs, et ça peut, dans l'exécution du projet, peut entraîner des difficultés et des blocages, parce qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Et d'où l'idée, une fois que cette difficulté est pointée, de pouvoir effectivement essayer d'y remédier en essayant de proposer peut-être quelque chose au niveau d'un travail d'équipe. Hein. Finalement, ce qui nous semble de prime abord comme étant simple, tout à fait facile, naturel, en réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce que quand on regarde bien, il y a des incompréhensions, y compris même dans le fond du projet. Voilà, donc ce serait important à un moment donné qu'on puisse faire soit une forme de team building ou bien de séminaire sur véritablement le projet lui-même. Voilà. On a remarqué aussi des faiblesses, c'est en termes administratifs. Les lenteurs au niveau administratif. C'est-à-dire quelquefois, pour exécuter quelque chose, ça prend du temps, ça ronronne, c'est difficile, il faut passer par celui-là, il faut attendre la validation de tel, etc. Mais cette lenteur administrative n'est pas le propre de l'UFR ou de l'Université de Thiès. C'est quelque chose qui est constaté un peu partout. Il suffit de travailler avec les administrations pour se rendre compte que c'est un peu partout pareil. Quelquefois, il y a des susceptibilités qui font que, avant d'avoir rapidement la validité de quelque chose, il faut passer par telle plus telle autre personne. Si on saute une personne, eh bien, vous avez des gens qui vous disent « mais je n'ai pas été consulté, mais pourquoi aussi on ne m'a pas demandé mon avis, moi aussi je suis là, pourquoi vous ne m'avez pas consulté, etc. » Et ça arrive même que pour des choses qui peuvent paraître tout à fait naturelles et simples, tout le monde sait que ça va être fait, tout le monde a lu le document, mais on va vous demander quand même de demander la validation de telle ou telle personne. Donc ça peut être un problème. Mais vécu, hein. Voilà, c'est le vécu, mais c'est quelque chose que j'ai vécu aussi lorsque j'ai travaillé à l'IAE. Vous savez, Lille, c'est la grande université. Lille, c'est la grande université parce qu'au départ, c'est 3 universités. Université de Lille 1, Université de Lille 2, Université de Lille 3. Lille 1, c'était sciences et technologies. Lille 2, médecine et droit. Lille 3, lettres et arts. 3 universités qui étaient complètement différentes, distinctes. Et qui, à un moment donné, ont compris qu'en étant seules, toutes comme ça, elles allaient avoir des difficultés par rapport à la concurrence des grandes universités, notamment de l'Université catholique de Lille, qui est une puissance au niveau de Lille. Hein. Nous, on sait, l'Université catholique qui fait de la formation, mais pas que de la formation. Moi, ayant travaillé avec eux, je sais qu'ils sont dans l'immobilier, ils sont dans plein d'actions. Oui, et puis en plus, ils ont des financements publics tout en étant privés. Les étudiants payent leur formation, mais l'État, la région finance. Moi, j'avais une formation, par exemple, je dirigeais des formations, l'État finançait jusqu'à 1 700 000 ou 200 millions d'euros qui étaient financés. Donc cette université-là, elle était en train de tout prendre. Et l'université publique avait un problème. Donc ils se sont dit, on va se réunir, on va faire une seule université pour faire face à la concurrence. Et c'est pour cela que Lille 1, Lille 2, Lille 3 ont disparu, pour laisser la place à Lille, Université de Lille tout court. Et au sein de l'Université de Lille, toutes les autres écoles, les instituts sont des composantes. Et l'UAE, c'est l'école qui est en fait la business school, un peu comme les écoles de commerce ailleurs, qui sont privées, donc tout en étant privées. De 4 personnes, Madame Diop, qui est l'assistante au bureau
Sonko, qui est l'assistante de la directrice adjointe, et Madame Diagne. Madame Diagne, qui est l'assistante qui est à l'annexe, l'assistante des masters. Et moi-même, Madame Fonseca, responsable du bureau des stages de l'insertion du partenariat. Donc notre thème, c'est les actions liées à l'insertion professionnelle, où on a eu à répondre à 3 questions. Comment mieux accompagner les étudiants, comment diversifier les entreprises et les actions qu'on peut mener pour l'insertion. Donc pour la première question, pour mieux accompagner les étudiants, nous pensons que nous devons avoir d'abord les outils, c'est-à-dire une bonne condition de travail. Les outils, le personnel, assez de personnel, puisqu'on voit que d'année en année, on a de nombreux étudiants, donc assez de personnel, renforcement de capacités bien sûr, et accéder à toutes les informations liées aux étudiants. Parce qu'on sait que c'est un travail de chaîne et que tout le monde doit être au même niveau d'information pour pouvoir aider ses étudiants. Question numéro 2, diversifier les entreprises. Donc pour ça, on voit une seule chose, c'est la recherche de partenaires. Et pour faisant, on fait des démarches, être tout le temps sur le terrain, et pour ça aussi, il faut assez de personnel pour ça. Donc les actions liées à l'insertion. Donc là, on a pas mal d'actions. On a créé un réseau d'anciens étudiants. Ça c'est déjà fait, on a déjà créé un réseau d'anciens étudiants. Il faut créer aussi une plateforme pour que les étudiants puissent interagir et s'entraider, à défaut de l'aide du bureau, parce que le bureau est là comme facilitateur. Donc, il faut créer des rencontres, 1 ou 2 fois par an. Rencontres, inviter les partenaires, les professionnels, organiser des forums d'emploi, inviter aussi là aussi des entreprises, des professionnels, et créer des mercredis de l'insertion. Je l'ai appelé mercredi, mais ça peut être mardi ou bien un after-work dont on parlait tout à l'heure. Les mercredis, un mardi ou un after-work. Et inviter aussi des étudiants qui ont déjà de l'expérience dans le marché du travail. Et des professionnels, bien sûr. Comme ça, on pourra partager les expériences et les plans. Bon, voilà, vite fait, bien fait. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans cette liste des actions, déjà que vous n'avez pas encore menées. Moi, ça m'intéresserait beaucoup parce que ça rejoint la cohésion d'équipe, ça rejoint aussi les parties prenantes, d'organiser à un moment donné sur le thème de l'insertion, de dire voilà, quand vous êtes toute seule aussi, là aujourd'hui je voulais identifier un peu les points sur lesquels on avait vraiment des besoins forts en fait. Donc je pense que sur ce thème-là, voilà, en termes de cohésion d'équipe aussi, se dire voilà, moi j'ai besoin de vous aussi pour pouvoir mener à bien ces mercredis, voilà, de l'emploi par exemple. Comment je fais, quel budget dont je peux bénéficier, quelle aide aussi, et puis travailler aussi avec les différentes parties prenantes. Le budget, ça a été pris en compte cette année. D'accord. Mais on n'a pas encore déroulé. D'accord. Parce qu'on voulait dérouler, mais on s'est rendu compte que tout le monde, c'est presque la fin de l'année, tout le monde est fatigué. Donc on repousse ça à l'année prochaine. En fait, c'est ça. Il y avait beaucoup d'activités. En fait. Est-ce que vous voyez, vous imaginez en termes de temporalité, à quel moment ce serait intéressant de le faire? Bon, moi je disais organiser ça 3-4 fois. Ouais. Dans l'année, ce serait pas mal. D'accord. Parce que c'est toujours peut-être les mêmes informations qui vont venir, donc donner assez d'outils aux étudiants pour qu'ils puissent rechercher eux-mêmes les stages, l'insertion, pour pouvoir intégrer, aller dans le marché du travail et trouver eux-mêmes, à défaut de que le bureau puisse les accompagner. Bon, ben, ce serait très bien de le mettre dans le rétro-planning de l'année, en fait, avec les actions que l'on met. Souvent, moi, dans mon rétro-planning, en fait, avec mes écoles partenaires, les choses obligatoires, la période d'examen, les périodes de rattrapage aussi, enfin bref, il y a des choses vraiment, c'est incompressible dans le temps. Et puis après, les actions qu'on peut venir et greffer, là où le personnel aussi et les partenaires ont des respirations. Il y en a toujours des périodes. Par exemple, nous, le forum, on l'organise souvent fin janvier. Fin janvier, les soldes sont lancés dans les enseignes adhérentes
et puis en même temps la période d'examen est déjà passée, mais en même temps on les prépare un peu pour la professionnalisation. Donc ça serait intéressant de travailler là-dessus. En tout cas, je vous remercie. On va faire un petit tour de table très rapide